Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 juin 2024, il est 5h44, presque 6h. Alors j'ai pas fait de market review hier parce que j'attendais de voir un peu ce que lundi nous réservait. En règle générale, le ton de la semaine est souvent donné par le lundi, voire le mardi. Et il se trouve que en ce qui concerne le dollar, eh ben, on vient titiller le haut du range qu'on avait identifié déjà depuis un moment. Donc on pourrait tout à fait ici s'attendre à une sorte de contrebalancier qui pourrait éventuellement venir retravailler le bas du range. Moi, c'est un peu mon biais. Je pense que ce range ne trouvera pas de résolution avant la fin du mois, voire même peut-être plus tard, mais c'est plutôt mon biais. Mais j'ai envie de dire, parce que là, je m'attardais un petit peu plus sur les cryptos aujourd'hui, je reprendrai peut-être la finance traditionnelle un peu plus tard dans la semaine, c'est que pour l'instant, les cryptos ne montrent pas beaucoup de résilience par rapport au dollar, par rapport au mouvement du dollar. C'est-à-dire que les mouvements haussiers du dollar vont effectivement avoir la plupart du temps une conséquence sur les cryptos, c'est-à-dire que les cryptos vont imprimer un mouvement baissier, mais c'est pas parce que le dollar se met à baisser que les cryptos vont forcément monter. Donc bon, il faut quand même faire attention à cette supposée corrélation négative entre le dollar et les cryptos, parce que ici, elle est pas forcément judicieuse et avérée. Donc, faut vraiment être prudent. Alors, si on va s'attarder un petit peu sur le Bitcoin, et pour ça, je vais plutôt aller sur le CME, parce que il y a des... Alors évidemment, les prix sont assez semblables. Il y a quand même un gap souvent entre le marché CME et les brokers crypto. Mais en tout cas, en termes de dynamique des prix, il y a des choses qu'on peut voir sur le CME qu'on ne verra pas sur les marchés crypto et qui auront une influence sur tous ces marchés. Notamment, vous voyez, ces gaps ici qu'on peut observer, sachant que le marché CME est un marché qui clôture. Et donc, on va se retrouver avec des gaps d'ouverture notamment, qu'on appelle les NDOG, New Day Opening Gap, et des gaps également d'ouverture weekly, c'est-à-dire que les marchés clôturent le vendredi soir à 17h, et ils ouvrent le dimanche soir à 18h. Donc ça va créer ce qu'on appelle des NWOG, NWOG, New Week Opening Gap, et c'est souvent des zones qui vont faire appel d'air, donc on peut évidemment utiliser pour essayer de se construire des biais. Là, on voit ici que Bitcoin est venu, ça y est, travailler cette zone, qui était une zone, j'ai envie de dire que tout le monde attendait un petit peu. Alors, à la fois c'est bien, et à la fois c'est quelque chose qui pourrait éventuellement m'inquiéter un petit peu, parce que lorsque le prix fait ce que tout le monde attend, ça veut dire qu'il y a toujours une surprise quelque part. C'est souvent le cas. Et pour l'instant, ce que je vois sur les réseaux, c'est quand même une sorte de complaisance par rapport à ce mouvement, comme s'il était écrit que Bitcoin devait rebondir dans cette zone. Alors, évidemment, j'ai trouvé d'autres études qui, elles, nous disent que Bitcoin va aller sous les 56 000. Pourquoi pas? De toute façon, c'est toujours compliqué et hasardeux de faire des prédictions. On peut cependant juste observer ce que fait le prix. Donc il se trouve que ici, effectivement, Bitcoin est en train de est venu travailler, et pour l'instant, on n'a pas eu de clôture, une zone d'inefficience, ici une zone d'imbalance, qu'on avait identifiée déjà depuis un moment. Alors, on va pas faire de prédiction, simplement, on peut déjà acter que on est ici dans une zone où le prix pourrait, comme il l'a fait ici d'ailleurs, et comme il l'a fait dans cette zone, pourrait tout à fait rebondir et venir s'occuper de cette zone. Voilà, on voit ici qu'on a des zones de prix qui ont laissé des stops, qu'on pourrait appeler des zones de liquidité, et que pour l'instant, cette trendline, même on pourrait, parce que là, ici, on est sur... Non, même ici, cette mèche n'a pas été taguée. Voilà, en gros, on a toute une zone ici, là, qui est une zone d'intérêt, à mon avis, majeure. Alors, il y a certainement des petits vénards, des gens qui se sont amusés à ouvrir un short ici, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on a ici des zones qui constituent des zones d'intérêt. Alors, pour l'instant, le fait qu'on ait ici, on délie juste des mèches et pas des corps de chandelle, pourrait indiquer que là, on a une zone qui est pour l'instant défendue. C'est-à-dire que on est ici dans une zone de prix où les ventes sont absorbées par, je ne vais pas dire des gens, je vais dire des forces qui achètent ici dans cette zone. Pour l'instant, c'est ce que ça nous montre. Est-ce que cette zone va continuer à être défendue? Ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, si jamais cette zone-là n'est pas défendue, et ben là, il n'y a pas grand-chose qui va retenir le prix d'aller venir travailler sur ce que, pour l'instant, nous, on est en mesure d'identifier comme un bottom de marché, ici, dans les 57K. Et on voit bien qu'ici, il n'y a plus grand-chose à travailler dans cette zone.
Donc si cette zone-là ne fait pas rempart, c'est à mon avis pour aller bien plus bas. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui auront des convictions sur l'avenir de Bitcoin à plus ou moins court moyen terme, on est ici dans une zone qui peut constituer une zone intéressante pour se positionner. Ça c'est clair. Avec dans ce cas, ça va dépendre de comment vous gérez votre risque et comment vous gérez votre plan. Dans ce cas-là, ce que j'ai souvent comme repère, c'est la bougie qui va précéder l'imbalance. C'est-à-dire qu'un imbalance est une structure à 3 bougies, hein, 1, 2, 3. L'imbalance, il est ici au milieu. Auquel cas, la validation, elle pourrait se trouver sous la bougie qui précède cette imbalance, donc ici à 61 945. Sur le CME, évidemment. Hein, si je vais sur Binance, la validation, elle serait ici, elle serait 60 950. D'accord? Hein, cette zone ici a déjà été travaillée. Donc maintenant, si cette zone-là de prix ne fait pas de rejet, à mon avis, ce sera pour aller plus bas. Et auquel cas, évidemment, ces zones-là, si vous avez des convictions en ce qui concerne Bitcoin, ça va constituer des zones de prix évidemment intéressantes pour se positionner. Donc si on regarde sur Binance, là, cette zone d'imbalance, elle est délimitée entre les 63 099.6 et là, 64 567. Et ici, on est venu 64 565. Alors, est-ce à dire que cette mèche a fait le travail? Je sais pas. Je suis quand même perplexe. Donc, je serais pas du tout étonné à ce qu'on ait une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième salve et qu'on vienne travailler un petit peu cette zone ici. Après, bon, si on rebondit là, tant mieux. Ou tant pis pour ceux qui ont des ordres qui attendent dans cette zone. Hein. Mais ça me paraît quand même léger comme travail. Ça me paraît quand même léger. Bon, toujours est-il, si je reviens sur le CME, qu'en termes de dynamique de prix, on est actuellement dans un range que je pourrais même délimiter ici par ce swing high. Si jamais vous voulez travailler la notion de range, je pourrais vous renvoyer vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur les gridbots. Vous la trouverez sur ma chaîne YouTube, hein, Initiation gridbot, je crois, ou Introduction, je sais plus quel est le titre, j'essaierai de la retrouver, je la mettrai en commentaire épinglé, sur comment identifier un range et comment le délimiter. Voilà, donc moi, en l'occurrence, le range ici, je le délimiterai de cette façon-là. Et on voit ici qu'on est à peu près à l'équilibrium de ce range, qu'on est venu avec cette mèche-là ici, faire une petite incursion dans le discount, et qu'en termes de dynamique de prix, on pourrait tout à fait ici, dans cette zone, rebondir pour aller travailler cette fois-ci dans le premium. Là, par exemple, on est dans une zone qui est vraiment très intéressante, ici, pour lancer un gridbot. Alors ça, c'est sûr que Bitcoin contre USDT, on est vraiment dans une zone intéressante. C'est-à-dire que là, le prix ici, là où il est, tout ce qui est en dessous, il va automatiquement acheter du Bitcoin. Et à partir du moment où il va revenir dans cette zone, il va le revendre. Et il va faire des profits. Et donc si jamais le prix descend comme ça, il va continuer. Il va acheter, il va acheter, il va acheter. Et à partir du moment où, s'il y a une réaction haussière, si elle part d'ici, il va revendre. Donc ça nécessite d'avoir, évidemment, à moins de le faire sur le marché perpétuel, hein, d'avoir des USDT et du Bitcoin. Vous prenez par exemple 1000 $ en USDT, 1000 $ en Bitcoin, et vous lancez votre gridbot ici, et ça vous permet de générer des profits. Bon, ça c'était une petite parenthèse. En ce qui concerne Ethereum, alors là, la dynamique est un petit peu différente, et là on va pouvoir délimiter plusieurs ranges et des sous-ranges. En tout cas, voilà comment je pourrais délimiter le range actuel. Hein. Pour l'instant, moi ce que je vois ici est de l'ordre du repricing, hein, de cette jambe haussière qui était consécutive à l'annonce des ETF sur Ethereum. Alors, un peu comme sur Bitcoin, est-ce que cette mèche ici sera suffisante pour repousser le prix? En règle générale, en tout cas, on le voit bien, c'est par une mèche que ça se traduit, hein, un rejet. Lorsqu'un prix est rejeté, on le voit ici, ici. C'est rarement par un plat de bougie que ça va se traduire. C'est souvent par une mèche. Là, je suis en daily, on le voit là, d'accord? Donc ça pourrait commencer de cette façon-là. Là, on est venu travailler la dernière zone d'imbalance là qu'on peut identifier ici. Voilà, je l'ai marqué là. Bon, est-ce que ça sera suffisant? Ça pourrait l'être. Ça l'a été par exemple ici. On voit que là, Ethereum a laissé derrière lui des zones d'imbalance qui n'ont pas été retravaillées ou qui ont été partiellement travaillées. Par le passé, on en a pas mal. Hein. Ici, par exemple, on voit qu'elle n'a pas été travaillée. Donc c'est évidemment pas une science exacte. En tout cas, on voit que ici, Ethereum est venu sortir ceux qui s'étaient positionnés en longue sur cette mèche.
Maintenant, on va bien observer, je pense là, cette semaine, d'ici la fin de mois, ce que le prix va faire là, après avoir capturé cette zone de liquidité ici. Et là, c'est tout comme sur Bitcoin, on est ici à quasiment l'équilibrium de ce range, vous voyez, que j'ai délimité là, entre donc 3040 et 3975. Donc pareil, là on est tout à fait dans un environnement aussi rangy, quoi, dans lequel on pourrait tout à fait faire tourner un gridbot et ce qui permettrait aussi de dégager des profits. Donc moi j'utilise Good Crypto parce qu'il y a des fonctionnalités très évoluées, beaucoup plus évoluées que celles qui sont proposées par les brokers, hein. Notamment on planifier des prises de profit, on a accès à toutes sortes d'options, on peut sortir à l'équilibre, etc. Je vous mettrai un lien en description parce que j'ai un code de réduction de 25% sur un abonnement pro sur Good Crypto. Après, moi ce qui m'intéresse aussi ici, c'est la dynamique qu'on va pouvoir observer entre Ethereum et Bitcoin. Là pareil, je suis en daily. On voit ici qu'on a une zone de prix là qui a priori, pour l'instant, est défendue. Je l'ai délimité ici. Ça correspond à cette zone, en l'occurrence à cette bougie ici, et que autant jusqu'à présent, depuis tout un moment, on était quand même sur une dynamique baissière entre Ethereum et Bitcoin, on le voit bien ici, même en weekly, hein. Mais on a eu ici, au contact de ce swing high ici, une réaction d'Ethereum contre Bitcoin, avec une impulsion, ce qu'on appelle un displacement. Alors un displacement, c'est pas une garantie, c'est absolument pas une garantie. On en a eu un ici, ça peut empêcher après Ethereum d'aller beaucoup plus bas, hein. Ethereum contre Bitcoin, je précise. Ici, on a eu un displacement et ça n'a pas empêché ensuite Ethereum de continuer à aller travailler plus bas. Ici, on en a eu un et là, ça correspond à cette impulsion-là correspond à cette impulsion contre le dollar ici et ici. Donc là, on a quand même une confluence d'éléments qui pourraient nous laisser penser que Ethereum pourrait retrouver une dynamique haussière contre Bitcoin. Donc, moi, j'ai bien observé la réaction du prix au contact de cette zone d'inefficience ici. On voit pareil que un rejet du prix se traduit par une mèche, et que là, en l'occurrence, ici, on en a une. Hein, on a une bougie baissière avec une mèche, donc ici, ce qu'on appelle un hammer, un marteau, et on va attendre la clôture de cette mèche en daily pour pouvoir acter qu'on est sur quelque chose qui pourrait s'apparenter à un rejet. Hein, si vous avez un marteau, c'est-à-dire que vous avez un corps de bougie assez petit et une mèche vers le bas ou une mèche vers le haut, ça peut constituer un rejet de prix, comme ici par exemple, et que le prix ici il a été rejeté dans cette zone. Bon, après, si on regarde un petit peu le marché crypto dans son ensemble, là on voit bien que le marché est extrêmement stressé, qu'il n'est pas du tout résilient, contrairement au marché aux finances traditionnelles, notamment les indices, le SP500, le Nasdaq, au mouvement du dollar, et que sur les alts, ce genre de mouvement ici qu'on peut observer est amplifié, hein. Alors c'est sûr que lorsque je vous disais qu'on était sur des zones de prix qui étaient inespérées, oui, mais il va quand même falloir faire attention si vous voulez vous engager sur le marché actuellement, à le contexte dans lequel vous vous engagez. Et il va bien falloir distinguer les assets qui sont retournés dans leur zone de consolidation. Alors on en a pas mal, hein. Donc moi j'ai quand même bien distingué ce genre de dynamique de prix. Par exemple, si je prends Root, on voit que là le prix est venu réintégrer sa zone d'accumulation. À voir après si cette zone va être défendue. Donc j'ai bien distingué quand même ce genre de dynamique comme Servé par exemple, qui là est a priori, je sais pas s'il tape un nouvel ATL, mais il doit pas en être loin. 32,80, oui, si, là il est en train de travailler, donc là il est sorti de sa zone de consolidation et là il est en train de travailler un nouvel ATL. Et on a comme ça pas mal d'altcoins qui sont en train là actuellement qui sont partis chercher du pétrole en fait, hein. Donc il va vraiment falloir faire attention parce que autant lorsqu'on dit que lorsqu'on est sur un ATL et lorsqu'on est en price discovery, on n'a plus grand chose qui retient le prix d'aller plus haut parce qu'il n'y a pas de force vendeuse. Et c'est à peu près la même chose lorsqu'on va attaquer les ATL, c'est-à-dire que après on se retrouve sur on n'a plus de repères en termes de zone d'achat. Donc auquel cas, moi je serais tenté de vous conseiller de vous mettre en recherche de structure, et qu'ici là, cette mèche, elle est venue prendre un nouvel ATL ici, hein. Donc un all-time low. Et à ce moment-là, on va plutôt aller chercher, par exemple, en 1 heure ou même en 4 heures, des structures de changement de caractère. Et une structure classique de changement de caractère, on va en avoir plusieurs, hein. Donc la première, ça va être juste
un order block, structure baissière, voilà, et on a ici, on va attendre juste un displacement qui va venir reprendre le plus haut d'un dernier swing. Et à ce moment-là, on peut essayer de se placer sur une inefficience laissée par cette impulsion, un déplacement. Et l'autre dynamique qui est encore plus puissante, ce sera d'attendre un retravail de cette zone, c'est-à-dire une prise de liquidité, un événement de liquidité, on va dire. Et là, on va pouvoir essayer de se positionner dans cette zone. Donc tout ça, c'est fractal, évidemment. On peut attendre structure en 1 heure, en 4 heures, pourquoi pas même en daily. Mais là, pour l'instant, on en est là. Hein. Et on voit que certaines altes sont en train de, comme Ethereum ou Bitcoin, de travailler des inefficiences de prix, et que pour l'instant, la dynamique de fond haussière n'est pas entamée. C'est le cas par exemple pour Link. Hein, on retrouve une dynamique qui est quand même assez similaire à celle qu'on peut observer sur Ethereum par exemple. Et on en a d'autres, comme A0 par exemple. Bon là c'est pas la charte, je vais essayer de trouver une charte plus complètement. Et là on voit bien la dynamique, hein, elle est quand même différente. Et que là on est parti creuser. Hein. Donc on ne sait pas du tout, on n'a aucune idée d'où est-ce que ça va nous amener. On a à peu près quelque chose d'assez similaire sur Aptos. Alors sur Aptos, là pour l'instant on est encore dans le travail de la zone d'accumulation. Ça pourrait tout à fait se terminer par un spring, hein, c'est-à-dire une prise de liquidité, puis après pour aller plus bas, comme c'est ce qu'on est en train d'observer par exemple sur Casper. Voilà. Là, on voit que... Alors Casper, c'est un peu différent parce que pour l'instant, il est pas vraiment sorti de sa zone d'accumulation. Hein. Il y est resté tout un moment. Il y a eu quelques faux départs. Et finalement, on voit que là, il est en train de travailler là, sous la zone d'accumulation. Donc, c'est ce que j'expliquais à un élève du trône là, il y a pas très longtemps. Et on a deux options. Hein. Soit on peut se dire, effectivement, il est en train de faire un spring. Mais on peut pas anticiper, on peut juste observer. Soit, de ce point-là, il est tout à fait capable, il est tout à fait possible que Casper nous fasse encore un moins 80%. Donc il faut bien gérer son risque et bien faire attention. Voilà, donc les projets dans lesquels vous croyez, évidemment, les zones d'accumulation, ce sont des zones qui peuvent constituer un intérêt pour se positionner. Des zones d'inefficience laissées par un mouvement haussier, ça constitue également une zone qui potentiellement est intéressante pour se positionner. Mais les projets qui actuellement nous dessinent ce genre de choses, c'est compliqué de dire qu'on est sur des zones intéressantes. Il va falloir, à mon avis, attendre dans la time frame qui vous conviendra que le prix, à un moment donné, montre quand même des signes de résilience et une volonté d'aller travailler plus haut. Hein, on n'achète pas un couteau qui tombe. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. La semaine, là, je pense qui s'annonce va être très intéressante à observer. Et on va l'observer, évidemment, et puis on pourra éventuellement acter certaines dynamiques de prix qu'on va aller rechercher pour se positionner ou pas. Et je pense que à un moment donné, moi je pense que c'est pour cet été, hein, juillet, août, on pourra acter et décider de si on arrive sur des points d'invalidation ou pas. J'oublie quand même pas le vieil adage, hein, qui est de dire que il faut acheter quand il y a du sang dans les rues et qu'il faut revendre quand tout le monde est euphorique. Donc là, pour l'instant, si on regarde un peu l'écosystème crypto, toutes les charts là que je suis en train de vous montrer, vous voyez que là, on est sur on tape des moins 10, des moins 15, parfois des moins 20%. Donc là, pour l'instant, l'écosystème est ensanglanté. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour vendre ? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que s'il avait fallu le faire, c'était avant, et que là, on est, en tout cas, sur Bitcoin et Ethereum, sur des zones de rejet potentiel. Allez, bonne journée.